Alors, il y en a d'autres, comme l'Ethereum, avec la fameuse norme ERC 721, qui a permis aux non-fungible tokens, aux NFT, d'émerger. Est-ce que tu peux nous parler de ta découverte aussi des NFT, de ton point de vue aujourd'hui quant à justement hier? Alors, je vais essayer de faire assez court, mais globalement, le RC721, c'est une sous-version, on va dire, d'un protocole d'Ethereum qui est officiellement créé, je crois, en janvier 2018, mais sur lequel les développeurs d'Ethereum commencent à travailler et annoncer et communiquer à partir de l'été 2017. Et pourquoi est-ce que c'est une révolution à l'époque? Parce qu'à l'époque, sur Ethereum, ce qu'on appelle donc les tokens d'Ethereum, que ce soit le ERC20 ou autre, un Ethereum égale un Ethereum. C'est-à-dire que c'est totalement fongible. C'est comme un 10 euros est égal à 10 euros, c'est la même chose. Et donc il y a une pure fongibilité d'un actif numérique, ce qui a de la valeur sur le plan économique. Mais par contre, effectivement, ils trouvent en fait une façon de créer en fait une non-fongibilité, donc le fait que chaque token va être totalement distinct de l'autre token. Alors, ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais ça a de la valeur, notamment quand on veut avoir accolé à ce token quelque chose qui a une valeur qui doit être une valeur unique. Encore une fois, un Ethereum, c'est égal à un Ethereum, mais par contre, si on a un actif numérique qui est un vase de Chine du IIe siècle, qui correspond à cette valeur, qui est le droit de propriété de ce vase, qui vaut peut-être plusieurs millions aujourd'hui dans un musée, ce token n'a pas la même valeur que le petit token à côté qui est minté juste après, sur lequel il n'y a aucun actif sous-jacent. Donc pour moi, le RC121 est d'abord une découverte à nouveau technologique, donc on repasse ce qu'on disait au début sur le plan informatique, donc c'est une découverte technologique sur lequel je regarde, mais je ne suis pas à temps plein dessus non plus, et je fais l'erreur que j'ai faite et qui du coup m'a permis ensuite de pouvoir l'expliquer à beaucoup de gens, c'est qu'au début je l'ai simplement vu comme un double numérique. C'est-à-dire que j'ai vu le NFT comme instrument technologique, comme un double numérique d'un actif physique. C'est-à-dire quelque chose qui vient en support, en complément de quelque chose qui existe déjà. Alors qu'ils sont soudés. Alors, non, c'est surtout qu'en fait, ce qui va être intéressant, c'est quand le NFT va devenir nativement l'œuvre. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai pris avec le vase chinois du IIe siècle, il y a une œuvre physique qui existe, qui préexiste. On décide de minter un NFT qui va représenter soit la valeur, soit la propriété physique de cette œuvre, de cet objet. Et ensuite, on va pouvoir l'échanger. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé par la suite, c'est comment est-ce qu'en fait l'œuvre native, elle est créée sur le plan numérique, donc par ordinateur, par photo numérique, par création, génération d'informatique, d'un programme ou par l'IA, etc., etc. Et donc pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est quand le NFT retranscrit une valeur qui nativement a été créée sur le plan numérique, sur un ordinateur. Là, on est en train de parler de justement ce que j'évoquais tout à l'heure, la fameuse Decentralized Finance, évidemment qui touche l'art, mais qui touche aussi les actes notariés, qui coûte évidemment la monnaie, qui est un monde assez vaste. Hein. Tout à fait, on est sur la tokenisation. Il y avait une expression qui avait été employée, je ne sais plus par quel grand dirigeant il y a quelques années, qui disait tokenization of everything. Donc la tokenisation d'absolument tout. C'est probablement quelque chose qui va arriver dans les années à venir. Ça ne va pas remplacer le physique va continuer à exister, mais c'est vrai que la tokenisation, ça permet l'avantage d'avoir une transférabilité parfaite, et donc de pouvoir être n'importe où dans le monde et de pouvoir s'échanger de la valeur, s'échanger des informations. Il y a une utilisation qui est énorme de la tokenisation dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde à venir. Oui, c'est clair. Actuellement, je suis aussi dans une association, on parlait de carte d'adhérents dématérialisée. Possiblement, c'est le wallet qui permet de stocker cet asset. Tout devient asset. Alors, on a évoqué le Bitcoin, évidemment, puisque c'est ce qui a rendu visible la blockchain, finalement. On a évoqué l'Ethereum, puisque l'essentiel des NFT se sont échangés en Ethereum, même si ça s'ouvre. Et je voulais évoquer aussi le Tezos, y compris pour des questions de valeur. J'ai regardé ce matin, le Bitcoin, il est à peu près à 100 000. L'Ethereum, il est revenu à peu près à 4 000. Ils sont tous quasiment à leur maximum. Le Tezos, c'est quelques euros. Mais peu importe, ça permet aussi à des collectionneurs d'aller sur un marché qui est relativement accessible. Hein. C'est ça l'intérêt du Tezos. Tezos, en fait, Tezos qui est donc à la fois c'est un écosystème crypto-actif. Il y a donc une blockchain native, ce qu'on appelle un layer 1, qui a donc un univers à part entière propre. Et effectivement, Tezos a deux avantages. C'est que ça avait été la première blockchain à l'époque, en 2017, quand ils ont commencé à se lancer, qui était justement du proof of stake. Donc en termes justement de puissance mathématique et de puissance de calcul pour générer des nouveaux tokens, c'était les seuls qui à l'époque avaient choisi le proof of stake,
contrairement, et qui était beaucoup moins chronophage en énergie par rapport à la blockchain d'Ethereum ou la blockchain de Bitcoin, et donc ça avait un intérêt écologique notamment. C'était le proof of work. Le proof of work qui est effectivement Bitcoin, Ethereum, etc. à l'époque. Depuis, Ethereum a transitionné vers la proof of stake aussi, mais la preuve de possession est une méthode de validation des blocs, désolé pour l'aspect un peu rudimentaire et technologique, mais qui est beaucoup moins chronophage en énergie, beaucoup moins énergivore, et qui est assez pratique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme grâce à ça et grâce à d'autres facteurs, notamment sur des sujets de culture, je dirais que Tezos était très sous-culture au début, et l'est toujours d'ailleurs. Et donc sur le plan culturel et artistique, pour moi, c'est un peu Berlin. C'est un peu Berlin dans les années 2000. C'est-à-dire que c'est un endroit cool, où il y a beaucoup d'artistes un peu émergents, il y a beaucoup de choses, et donc c'est très cheap, c'est très peu cher, très économique, à la fois de collectionner. C'est très peu cher aussi pour les artistes de minter, c'est beaucoup moins cher de minter sur Tezos que de minter sur Ethereum, ou même sur Ordinals, sur Bitcoin. Et donc, finalement, on a une communauté qui s'est assez nativement créée là-dessus et qui est encore assez active, et qui est très active d'ailleurs, et qui génère beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dessus, et donc c'est principalement sur cette blockchain-là que, effectivement, j'encourage à la fois des artistes émergents et des collectionneurs émergents à débuter leur voyage de collectionneur ou d'artiste, parce que c'est une blockchain qui est très utile pour ça. Là, on a cité justement l'essentiel des blockchains qui ont un rôle dans l'art, avec le Bitcoin en premier, l'Ethereum, le Tezos, et tu viens de citer l'Ordinals, qui est la couche Bitcoin de NFT qui fait que le Bitcoin émerge actuellement après son aspect crypto-monnaie en NFT. Tout à fait. C'est les trois grandes. C'est les trois grandes. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'ordre exact, c'est le marché de l'art en général digital et de tout ce qui est PFP, etc., photo de profil, enfin tout ce qu'on connaît dans les NFT. C'est à 80% en valeur sur Ethereum. Et ensuite, derrière, ça se segmente un petit peu entre différentes blockchains. Mais il y a une distinction pour moi entre la valeur de marché que reprennent certaines blockchains. Par exemple, BNB, qui est donc la blockchain de Bitcoin, pour des raisons mathématiques et économiques, elle est assez importante. Mais sur le plan culturel, elle n'a pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire que les trois plus grosses blockchains, enfin 4 plus grosses blockchains pour moi, pour l'art et la culture, dans l'art et la culture, c'est 1, Ethereum, 2, on dira Tezos, 3, Solana et 4 Bitcoin avec Ordinals, en sachant qu'Ordinals gagne de plus en plus de parts de marché, entre guillemets, tous les jours, mais c'est parce que c'est récent, et Ordinals, ça a 3 ans, donc c'est tout récent. Alors, quand tu parles d'intérêt artistique, après, tout c'est relatif, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé les fameux PFP, Profile File Picture. Le premier très connu qui a fait un reportage d'ailleurs, un documentaire que j'ai regardé récemment sur Arte, je crois, sur notamment les punks, les CryptoPunks. On en a un à notre gauche qui est par Tram, je crois, oui, c'est Tram Paris, qui a matérialisé un punk. C'est une tendance, c'est-à-dire que les collectionneurs, on se rend compte, à un moment donné, ils ont envie de l'accrocher au mur aussi. Donc est né une sorte de marché de la matérialisation de ces œuvres immatérielles. C'est très intéressant parce que les CryptoPunks et ce que tu viens de dire par rapport à la matérialisation et les PFP, etc., pour moi, ça rappelle plein de choses en fait, du passé de l'histoire de la culture et de l'art. Et quand tu regardes en fait, dans les années, fin des années 70, enfin même années 70, début des années 80, Andy Warhol faisait la même chose. Andy Warhol, il faisait des portraits de gens qui étaient plus ou moins connus. Quand tu étais très connu, il le faisait gratuitement. Quand tu étais moins connu, il te faisait payer. Et c'est devenu aujourd'hui iconique. Et les portraits de Warhol sont maintenant très connus. Et je pense que là, c'était à l'époque où du coup, l'art et la culture étaient beaucoup moins disponibles et avec une distribution beaucoup moins forte. Aujourd'hui, avec Internet, la distribution est mondiale et immédiate. Et donc, effectivement, les CryptoPunks et ensuite les Bored Ape et d'autres qui sont arrivés par la suite, comme les Pudgy Penguins, pour moi, ont renforcé et encore accéléré ce phénomène d'identification d'une œuvre ou d'un portrait théorique d'un avatar par rapport à sa propre personne. Et en effet, sur les médias sociaux dont on va parler, souvent les collectionneurs se représentent avec un de ces punks pour les plus chanceux, Bored Apes chanceux, très chanceux quand même, et quantité d'autres.